histoire invraisemblable et pourtant vraie. L'histoire du train fantôme. L'histoire de l'un des derniers convois de déportation qui, pendant l'été 1944, a mis 2 mois depuis son premier départ de Toulouse avant de rejoindre Dachau. Plus de 750 détenus étaient entassés dans des wagons à bestiaux, dont plus d'une soixantaine de femmes, presque tous résistants. Cela pendant l'été 1944, c'est-à-dire au moment même où la France se libérait, où les cheminots faisaient sauter les rails, où les gares et les ponts de chemin de fer étaient bombardés, les voies ferrées coupées. Logiquement, le train n'aurait jamais dû passer, et pourtant, comme s'il était attiré par une sorte de fatalité, à chaque fois, les obstacles ont été franchis, et il est parvenu à Dachau. On l'a appelé le train fantôme très tôt, parce qu'il ne cessait d'apparaître, de disparaître, de s'évanouir dans la nuit, de se recomposer, un peu comme le vaisseau fantôme des légendes. À partir de 1939, c'est-à-dire sous la Troisième République, au moment où les réfugiés espagnols passent les Pyrénées pour fuir le franquisme, le camp reçoit ces Espagnols qui y sont parqués dans des conditions absolument déplorables, comme des chiens. Donc le camp était là ? Le camp était là et juste devant moi, là, il y avait la baraque, c'est-à-dire qui servait de parloir. Je venais, avec ma mère et moi, on venait ici voir mon père qui était interné à partir de 1941. Il est resté 3 ans, jusqu'à son départ avec le train fantôme. Non, je ne me rappelle pas trop bien, quoi. Uniquement que je venais avec ma mère et surtout à pied, par tout temps, quoi. Temps de neige, où il pleuvait, on venait pour lui porter des provisions. Mon père, il a été enfermé uniquement, parce que bon, il était réfugié républicain, mais parce qu'il était franc-maçon. Et à ce titre-là, il avait demandé à être libéré et le préfet mettait cet individu, il faut le maintenir toujours au camp. Mais il ne mettait pas la raison. Et on l'a su par la suite. Et ensuite, au moment de la déclaration de guerre, le camp a accueilli tous ceux qui étaient considérés comme des ressortissants des nations contre lesquelles on était en guerre. C'est-à-dire que, par exemple, tous les antifascistes italiens qui avaient fui Mussolini ont été mis dans le camp dès que l'Italie est entrée en guerre. Tous les anti-nazis allemands et autrichiens qui étaient venus en France pour fuir le nazisme et pour trouver la liberté, en tant que ressortissants allemands ou autrichiens, ont été mis dans ce camp de concentration au début de la guerre. Ensuite, bon, il y a des vagues de peuplement du camp. Et à partir de 1942, le gros du peuplement du camp du Vernès, ce sont des résistants d'origine étrangère qui ont été capturés un peu partout en France, qui ont participé à des mouvements de résistance un peu partout en France, et le camp devient le camp des étrangers indésirables. Il y a une grande ébullition, une grande effervescence politique, culturelle, et il y a même, à l'intérieur du camp, un comité militaire clandestin, c'est-à-dire un comité qui est destiné à former stratégiquement et militairement les internés pour qu'ils puissent reprendre le combat une fois qu'ils seront sortis du camp. Le 30 juin, les 403 derniers internés du Vernès sont poussés hors du camp, entassés dans les camions et les bus qui vont les emmener vers la caserne Caffarelli de Toulouse, où ils vont rester quelque temps avant d'être envoyés dans le train fantôme. La majorité sont espagnols.
quelques Italiens. Bon, je vois le visage de Carlo Borani, qui était l'un des fondateurs du Parti communiste italien à Florence. Ernesto Baiocchi, militant communiste lui aussi de Mantoue, et qui avait participé aux Brigades internationales. Mon propre grand-père, Guido Palmino, un résistant des FTP du département de l'Indre. Oui, il y a peut-être 3 figures sur lesquelles j'insisterai parce qu'on va les retrouver tout au long de l'histoire du train fantôme. Francesco Nitti, qui était un dirigeant socialiste italien, opposant à Mussolini, emprisonné par Mussolini, évadé des prisons de Mussolini, ayant rejoint la France, puis de là ayant participé aux Brigades internationales, où il a eu le rôle redoutable de devoir encadrer militairement un régiment d'anarchistes, et qui, après avoir fait de la résistance du côté de Montauban, si je me souviens bien, se retrouve au Vernet et qui sera le premier chroniqueur. C'est-à-dire que dès le printemps 1945, c'est le premier qui parlera de l'histoire du train fantôme dans un livre qui passera d'ailleurs à peu près inaperçu, mais c'est le premier à avoir témoigné de cette histoire. Juan de Pablo, bien sûr, puisque son autorité s'exerçait sur beaucoup de détenus, notamment ceux du Vernet, notamment les communistes qui étaient au Vernet, qui étaient assez nombreux. Juan de Pablo, ce personnage donc un peu mystérieux, dont on ne sait pas vraiment le nom ni la nationalité, dont on a fini par savoir que c'était un Hongrois, un peu le commissaire politique de tout ça, mais qu'il avait joué un rôle déterminant dans l'armée espagnole. Il faisait partie de ces conseillers militaires venus de Moscou et qui ont orienté l'action militaire du gouvernement espagnol. Et puis quelqu'un qui est un grand humaniste, je dirais, qui est le docteur Vicente Parra, un médecin espagnol qui dirigeait les services sanitaires du Vernet, qui a accompagné les détenus du train fantôme tout au long du trajet et qui aurait pu s'évader, mais ne l'a pas fait, parce qu'il considérait qu'en tant que médecin, il devait rester avec ses camarades et aider à soulager leur sort, et il ira jusqu'à Dachau. Ici, nous sommes dans une des cellules dans lesquelles étaient enfermés donc plus de 150 résistants qui vont être joints au train fantôme. Et ce qui est intéressant, c'est que pratiquement toutes les tendances de la résistance étaient représentées et les gens ont peu à peu appris à se connaître et parfois à s'estimer. Bon, par exemple, il y avait des membres de Libération Sud, comme Jacques Zilberfeld. Il y avait des membres du réseau Combat, comme ces 2 Sétois d'origine italienne qui s'appelaient Damien Macon et Damien Nardone. Il y avait le principal fondateur et animateur d'un mouvement qui s'appelait Libéré et Fédéré. Et c'était un juif russe d'Odessa qui avait créé ce mouvement, qui s'appelait Meyer Kokine. Et il y avait des représentants par exemple, dans la mouvance communiste, des FTP, aussi bien de la région toulousaine que d'ailleurs du Languedoc, des Cévennes, etc. Et notamment les membres de l'équipe spéciale des FTP du Languedoc, qui étaient chargés des coups durs, c'est-à-dire exécuter les officiers allemands, éventuellement braquer des banques pour amener de l'argent à la résistance, sans quoi il n'y aurait pas eu de ravitaillement, etc. Bon, un peu les durs, les coriaces, qui s'appelaient Raymond Champel, qui était leur chef, Ange Alvarez ou Roger Chatron. Et ceux-là ont été pas mal torturés ici. Voilà. Alors moi, j'étais tout jeune. Alors là, quand ils ont arrêté mon beau-frère, ils l'ont arrêté comme mon beau-frère. Après, ils ont arrêté ma sœur, sa femme, parce qu'elle avait organisé une manifestation contre Pétain. Alors les femmes sont parties en criant du pain pour nos enfants, et puis ils ont commencé à crier à bas Pétain, pareil. Alors ma sœur et 5 ou 6 meneuses, ils les ont arrêtés, et ma sœur, ils l'ont mis au camp de concentration. Et après, ils ont arrêté mon frère au Commotage, mon frère Savine, ils l'ont emmené au camp du Vernet.
sur la région. Il est resté 2 ans et demi, 3 ans là, au camp de Gerlay, jusqu'à ce qu'il s'évade. Et après, alors, ils sont venus, alors, 2 ans après, ils sont venus, ils ont arrêté un type, il a vendu tout le monde. Il a vendu mon frère, tout. Il nous a tout vendu. Alors, moi, quand je suis arrivé dans la mine, je travaillais à la pyrite du Soulier. Je suis arrivé avec ma lampe. Et dans mon couloir, il y avait 5 gendarmes. Ils m'ont braqué, ils m'ont mis les menottes. Et ils m'ont dit, comment tu t'appelles? J'ai dit, Angel Alvarez. Ils m'ont dit, oui, allez bien. Et ils m'ont emmené, c'était tout éteint. Ils m'ont emmené à la gendarmerie. Et là, ils m'ont commencé à m'abattre. J'ai vu mon frère plein de sang, la figure partout. Et ils m'ont mis dans une salle avec Lascarides, un gars qui était d'origine grecque et qui était dans l'FTP comme nous. De là, on partait, on allait ou dans une équipe de récupération. Les équipes de récupération, c'est celles qui attaquaient les mairies et tout ça pour prendre les tickets d'alimentation. Ou les équipes de sabotage, c'est celles qui étaient en dessous pour dynamiter les voies ferrées, tout ça là. Et puis alors après, le soir même, c'était l'équipe spéciale. Cette équipe spéciale, c'était une équipe spéciale interrégionale. Alors l'équipe spéciale interrégionale, on était triés quoi. Alors on m'a envoyé en moi là. On m'a envoyé d'abord, j'ai fait instructeur dans une équipe de sabotage. J'ai inventé d'abord un système pour faire sauter les trains sans faire sauter les machines. Parce que les machines, c'était des Français qui menaient les machines au début. Alors nous, on ne voulait pas tuer les Français. Hein. On voulait bien tuer des Boches, mais pas des Français. Je me suis retrouvé dans un mouvement qui était dépendant de ce qu'on appelle la MOI, Mouvement Ouvrier Immigré. C'était des résistants dont le plus connu est Manouchian, le fameux groupe Manouchian de la Fiche Rouge. Donc là, j'étais à Toulouse. Il y avait aussi un détachement à Grenoble, un détachement à Marseille. Et je suis entré dans ce groupe de résistants. Alors mon frère a descendu un général, oui, qui s'appelait le général Philippon, qui était un général qui méritait. Il méritait son sort. Il était le représentant du gouvernement de Vichy aux exécutions d'otages. Alors, le groupe, nos responsables ont décidé de le descendre et c'est mon frère qui l'a fait. Ça a été le premier coup de revolver de sa vie. Il a descendu dans la rue, les yeux dans les yeux d'ailleurs. Et voilà, et il s'en est sorti heureusement. En dehors des actions militaires, nous faisions ce que l'on appelait des coups d'argent pour financer notre armée. Et donc au cours de l'attaque des chèques postaux à Toulouse, le 7 décembre 1943, j'ai été poursuivi par des policiers à motocyclette qui m'ont rattrapé. J'étais moi-même à vélo seulement et j'ai été arrêté. Pour moi, c'était un règlement de compte. C'était ma dignité. Voilà, c'était pas un règlement de compte, c'était la sauvegarde de ma dignité, de mon intégrité. Voilà. Marcel Langer, son vrai nom c'est Mendel Langer, il était né dans un ghetto polonais, il était venu avec un de ses comparses qu'on va retrouver dans le train fantôme, qui s'appelait Jakob Insel. Mendel Langer réunit autour de lui des Espagnols, qui s'appelaient Ramos, des Italiens, Titonel, bel exemple de résistance en famille. Ce tableau a été réalisé par un des membres de la 35e brigade FTP MOI de Toulouse et il représente le procès et la mort, la décapitation de leur chef et du fondateur du groupe, Marcel Langer ou Mendel Langer. Après cette décapitation, les actions armées du groupe ne vont cesser de s'intensifier sous différentes formes. Alors, à Toulouse, j'ai fait la connaissance de Zef Godesman, qui est devenu ensuite le commandant Philippe. Et grâce à lui, je suis rentré dans la brigade, 35e brigade FTP MOI de Marcel Langer. Et bien, dans cette brigade, je suis devenu combattant de la section urbaine de la ville de Toulouse, qui était commandée à l'époque par Emil Jakubowicz. Et une fois que lui a été muté à Agen,
c'est moi qui lui a succédé comme responsable de cette section de combat. J'ai été arrêté en avril, au début d'avril 1944, par la brigade spéciale de police française de Vichy. Et après une semaine d'interrogatoire au rempart Saint-Étienne à Toulouse, nous étions transférés à la prison Saint-Michel. Autre groupe prestigieux qui était dans cette prison et qui va être transféré dans le train fantôme, ceux du maquis Bir Hakeim. Maquis fondé par Capel et dont les chefs militaires étaient les deux frères de Roquemorel, dont Christian de Roquemorel. Christian de Roquemorel de Lille, vieille famille aristocratique, formation militaire dans les hussards, officier de cavalerie, et ils avaient décidé, dès l'armistice, qu'il fallait se battre contre les Allemands, il fallait continuer à se battre par nationalisme, parce que la France ne peut pas accepter la défaite ignominieuse, la capitulation, etc. Et ils étaient très jeunes, hein. Christian de Roquemorel, quand il a été parmi les fondateurs de ce maquis, avait 23 ans. Quand il est dans la prison, là, il a un peu plus de 24 ans. Et ils ont fait un petit groupe comme une petite armée, c'est-à-dire avec discipline militaire, salut aux couleurs, maniement des armes, entraînement, discipline, bon, tout ça. Et c'était un groupe extrêmement mobile, c'est-à-dire il était basé au départ dans les Cévennes, mais après on les trouve dans le Languedoc, on les trouve dans la région des Pyrénées. Ils se déplaçaient comme ça, et ça a été aussi un des groupes qui a donné le plus de fil à retordre aux Allemands, puisqu'il est probable que le premier grand vrai combat, affrontement armé entre l'armée allemande et un maquis, ça a été le combat de Douche dans l'Aveyron, où les Allemands ont dû reculer, c'est-à-dire c'est le maquis Bir Hakeim qui a remporté la bataille. Des zones plus difficiles dans les Cévennes. Là, nouveau combat, nouvelles difficultés. Je ne vous en ferai pas le détail, mais c'est à partir de notre séjour dans les Cévennes que commence mon aventure, donc du train fantôme. Au mois de juin, je me suis donc trouvé incarcéré à la prison Saint-Michel de Toulouse avec les deux camarades qui me restaient, l'un ayant trouvé moyen, heureusement pour lui, de s'évader. Nous avons été incarcérés à Toulouse dans une pièce étrange. C'était une cellule qui était divisée en deux et qui, d'un côté, avec les 4 lits que nous y avions, nous servait de logement, et l'autre pièce à côté, qui était ouverte sur celle-là par une grande fenêtre grillagée, était occupée par un garde permanent que nous avions jour et nuit. Les lumières restaient d'ailleurs allumées jour et nuit. Nous étions fort bien surveillés. Nous avons tout de suite appris que nous étions en cellule de condamnés à mort, étant donné que nous devions passer devant une juridiction qui s'appelait la Cour martiale, juridiction d'exception à laquelle participait un magistrat, une autorité allemande et une autorité politique française, en général un chef de la milice. Les futurs condamnés ne paraissaient pas devant la juridiction et il n'y avait pas non plus une défense des prisonniers, des condamnés. En principe, cette cour martiale condamnait automatiquement à mort. On n'était présenté devant une cour martiale que pour cette échéance. Les choses se sont pour nous bien passées parce que finalement,
du fait de rapports bien faits qu'avait fait la police française à Montpellier, il ne pouvait pas nous être reproché de crimes de sang. Donc la cour martiale nous a rejetés. À ce moment-là, nous avons été sortis au bout environ de 3 semaines, 1 mois. Nous avons été sortis de la cellule de condamnés à mort et mis en régime commun politique. Nous avons donc rejoint une grande cellule dans laquelle se trouvaient une quarantaine de garçons. C'était plutôt des garçons que des hommes, qui étaient tous, en général, des résistants, et qui se trouvaient là depuis quelque temps. Nous avons été très heureux de cette mutation qui nous sortait un petit peu de cette ambiance de cellule de condamnés à mort, dans laquelle nous attendions avec une très grande résignation d'ailleurs l'échéance qui nous était promise officiellement. N'oublions pas que nous sommes le 2 juillet 1944, lorsque les résistants détenus ici sont issus de cette prison pour être transférés vers le train fantôme qui les amène en déportation, c'est-à-dire 1 mois pratiquement après le débarquement des Alliés en Normandie. C'est à ce moment-là que les autorités françaises et la police française livrent ces résistants à l'armée d'occupation. Mon père, Damien Nardon, donc maquis de l'Égout à Cévennes, blessé, est parti vers Toulouse pour rejoindre ses chefs pour savoir ce qu'il devait faire. Il s'est fait soigner et de là, il a regagné le maquis de la Montagne Noire. Et il s'est fait arrêter du côté de Carmont, comme il était recherché. Ils l'ont arrêté, l'ont livré à la Gestapo et la Gestapo l'a amené ici à la prison Saint-Michel. Nous sommes devant ce qui reste de la caserne Caffarelli, qui en 1944 était devenue l'annexe des prisons de Toulouse, et c'est là que les 403 déportés venus du camp du Vernet ont été entassés pendant 2 jours, alors que dans une autre aile de bâtiment de cette prison étaient enfermées les femmes résistantes, parmi lesquelles 25 vont être jointes au train fantôme. Femmes résistantes de la région toulousaine, pour beaucoup comme Conchita Ramos, agent de liaison entre la résistance urbaine à Toulouse et les maquis des environs, notamment les maquis de l'Ariège. C'est de là qu'est parti le train fantôme. C'est sur ce quai de la gare de marchandises de Toulouse, la gare Rénale, qu'a été constitué le train dans lequel on a entassé les femmes résistantes prisonnières venues de la prison Caffarelli, les plus de 150 résistants détenus à la prison Saint-Michel, et les 403 déportés venus du camp du Vernet. Les camions sont entrés dans la gare par un côté et se sont rangés le long d'une voie assez éloignée de la gare, voie sur laquelle stationnait un train qui était composé de trains de voyageurs et de trains de wagons de marchandises
en principe réservé aux bestiaux autrefois. Le convoi était dirigé par l'Oberleutnant Baumgartner, qui a mis un point d'honneur pendant les 2 mois du parcours à accomplir sa mission, c'est-à-dire à amener sa cargaison de déportés à Dachau et à surmonter systématiquement tous les obstacles qu'il a pu rencontrer. Donc la situation est absolument chaotique. L'aviation alliée pilonne les rails, les gares et la résistance de rails, c'est-à-dire les cheminots, font sauter les ponts, sabotent les voies ferrées pour empêcher donc toute circulation de convois allemands en France. Et c'est pour ça que, au départ de Toulouse, ne pouvant emprunter la voie qui passe par le Limousin, il tente de rejoindre Paris en faisant un contournement par l'ouest, c'est-à-dire en passant par Bordeaux et de là en remontant vers Angoulême, Poitiers pour rejoindre Paris. C'est ici qu'a eu lieu la première évasion. Il s'appelait Angèle Varèse et c'était l'un des membres de l'équipe spéciale des FTP du Languedoc qui était chargé des coups de main les plus risqués. Non, alors, on était en stagnation à la gare de triage. Il y avait les Allemands, ils avaient le fusil mitrailleur par terre, ils étaient droits. Il y avait le fusil mitrailleur par terre. J'ai proposé à ceux qui étaient au camp, avec nous, de leur foncer dedans le temps qu'ils se baissent. On prenait un fusil mitrailleur, on pouvait se... Alors ils m'ont dit, si tu bouges, on appelle les Allemands, les gars qui étaient là. Alors, bon, moi j'ai dit, bon, ben, il faudra s'évader contre quoi. Alors il y avait Titonel, qui était un ancien FTP aussi, qui était avec moi là. Et puis il y avait un Espagnol aussi. Et on a décidé de s'évader tous les trois. Ils m'ont dit, alors monsieur, pour s'évader, l'Espagnol m'a dit, il faut prendre il faut s'enlever de la porte, parce qu'ils vont la fermer, et il faut prendre la petite fenêtre, le petit fenestron. Alors, chacun était pour soi, et nous, on les a pris à la castagne, pardon. Alors, on a pris la castagne et on a pris la fenêtre, la petite fenestron. Alors, ils sont venus, ils ont pris... ils étaient pas bien... Ils ont pris des grosses pointes pour planter les machins. Mais les grosses pointes, les planches du wagon, elles les fendaient. Et nous, on le regardait faire. Alors on a tiré la courte paille pour savoir qui s'évadait premier. Il m'a dit, mais ça est tombé pour moi. Alors il m'a dit, bon, ben, tu t'échappes le premier, et toi, tu continues à marcher sur Bordeaux, puisqu'on a pris le centre de Bordeaux. Le deuxième, il reste sur place, et le troisième, il prend la direction de Toulouse. Alors bon, on est sorti de la gare de Sainte-Bazeille, le train il a commencé à prendre la vitesse, ils m'ont soulevé, les autres ont essayé de m'empêcher, et ils leur ont dit, mais les Boches ils vont nous tirer dessus, ils vont nous tuer. Il a dit, mais comme ça, ce sera plus vite fini, les autres. Alors moi, j'ai arraché les fils de fer arbalés, mais c'est parti facilement. J'ai passé ma tête, ils ont commencé à m'allumer, le train il a commencé à freiner. J'ai fait un roulé par terre sur la tête et je m'étais blessé. Les gendarmes de l'escorte sont sortis, l'ont poursuivi en tirant sur lui à coups de mitraillette. Il a réussi à rejoindre la Garonne, plus loin. Ils ont tiré dessus jusqu'au moment où il a plongé dans la Garonne. Les bruits des mitraillettes ont été entendus jusque de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire le village de Couture. Le train continue, il ne va cesser d'avancer vers Angoulême, de reculer, de s'immobiliser, de faire demi-tour. Et manifestement, des rails ont été sabotés, des voies ont été coupées. Et ça semble très difficile. Le train finit en désespoir de cause par revenir à la gare Saint-Jean de Bordeaux, dont il repart dans l'après-midi à Parcoul-Médillac, entre Bordeaux et Angoulême, donc un peu après Bordeaux. Une escadrille de l'aviation alliée, des chasseurs bombardiers américains, mitraille le train qu'ils ont pris pour un convoi d'armement allemand remontant vers le front.
jusqu'au moment où l'un des détenus d'un wagon a l'idée d'agiter par la lucarne des chiffons pour essayer de montrer aux aviateurs qui ils sont. Et en effet, ça marche. Les aviateurs comprennent que ce n'est pas un convoi d'armement, que c'est un convoi de prisonniers français. Ils s'en vont. Mais le train a été mitraillé sur toute sa longueur, la locomotive est hors d'usage. On va changer la locomotive, le train va tenter de repartir dans la journée du 5 juillet, et de nouveau, des voies coupées, des rails sabotés, le train est forcé de revenir à la gare Saint-Jean de Bordeaux. Le 12, on les fait sortir des wagons pour rejoindre à pied par les rues de Bordeaux la synagogue de Bordeaux qui a été désaffectée et qui est devenue une prison allemande. Ils découvrent avec stupeur ce bâtiment qui est complètement dévasté, profané. Il y a un orgue fracassé. Le chandelier à 7 branches est tombé par terre et brisé. 2 branches sont brisées. Il y a des chevaux de frise, des barbelés tout autour, des traces de sang au mur, des traces de balles. Et par terre de la paille, comme si on avait transformé ce lieu sacré en étable. Et les 150 feldgendarmes de l'escorte allemande s'installent sur les galeries avec des armes pointées sur ce troupeau humain. On pourrait croire que dans ces conditions particulièrement éprouvantes et épouvantables de détention, le sentiment dominant allait être un sentiment d'accablement. Eh bien non. Le jour du 14 juillet, c'est-à-dire 2 jours après leur arrivée, ces détenus qui, entre-temps, ont parlé entre eux, ont appris à se connaître, ils se rassemblent et c'est là qu'est organisée une cérémonie patriotique du 14 juillet à la barbe des soldats allemands de l'escorte. Ils sont rassemblés, un discours est tenu par l'un des dirigeants de la résistance de l'Ariège, Noël Peyer-Vidal, qui exalte les valeurs de la République, et ça se termine par une Marseillaise unanime qui rassemble tous les détenus. Quelques détenus menés par Christian de Roquemorel, qui était le principal instigateur des évasions. Donc 5 détenus, Christian de Roquemorel, Jacques Zilberfeld, Toussaint et 2 aviateurs, avaient repéré une petite pièce où on pouvait se planquer. Nous nous sommes cachés sous ces gradins. Et tout le monde est redescendu, les Allemands ont fait refluer tous les gens qui étaient dans les étages, et nous sommes restés enfermés sous ces gradins. La nuit est tombée, les lumières se sont éteintes, et nous savions ce que nous allions faire. Nous avions vu près de ce gradin un vitrail que nous pensions pouvoir déceler, et de là, nous pouvions partir vers les toits des maisons voisines. Donc, nous étions là, attendant l'heure où nous pourrions faire ça, que tout le monde s'endorme, que le calme soit rétabli, quand tout d'un coup, les lumières se sont allumées, il y a eu des grands cris d'Allemands, des galopades partout, les Allemands sont montés à l'étage, et évidemment, nous ont trouvés. Nous avions été dénoncés par un Tchèque qui nous avait vus en train de nous réfugier sous ces gradins. Le lendemain, ces prisonniers qui avaient tenté de s'évader sont rassemblés dans la cour et subissent en représailles un véritable supplice. C'est-à-dire on est en plein mois de juillet, il fait horriblement chaud, et on les force à rester immobiles sous le soleil toute la journée, avec des mitraillettes pointées sur eux, et ils savent que s'ils bougent, on tirera dessus. Un autre événement tragique et marquant de cette détention, c'est l'exécution de 10 otages.
il s'agit très probablement de représailles après l'exécution de Grand Clément. Alors, Grand Clément était un des chefs locaux de la résistance, dirigeant de l'OCM, l'organisation civile et militaire, qui avait eu la malencontreuse idée de passer un accord avec la Gestapo locale, commandée par un type redoutable qui s'appelait Dawes. La radio de Londres envoyait des messages disant de couper tout contact avec l'OCM, et 2 jours après, il était question de ne plus jamais entendre parler de Grand Clément. Et en effet, il a été exécuté par des résistants. Et la Gestapo, folle de rage, Dawes était fou de rage, a décidé de prendre des otages, dont 10 otages à la synagogue, parmi les déportés du train fantôme. On peut noter quand même qu'il y avait Noël Père Vidal, Albert Lottmann, et des gens dont les noms étaient Rosner, Nadler. Manifestement, au moins 4 noms juifs sur 10, ce qui témoigne très très vraisemblablement d'une sélection très orientée. La résistance dans ce sud-ouest, et à Bordeaux en particulier, c'était essentiellement des activités de renseignement très utiles, envoyées à Londres et souvent en relation avec le SOE, c'est-à-dire le service d'opération extérieure de la Grande-Bretagne. L'autre activité, c'était tout ce qui était lié au passage clandestin de la frontière espagnole. Des parachutistes qu'on évacuait, qui venaient faire leur mission et qu'on évacuait, des gens de la France libre qui passaient par l'Espagne pour rejoindre Gibraltar, puis le gouvernement provisoire à Alger. Je pense à quelqu'un comme Jean Diaz, qui était un militaire qui s'était évadé d'un camp de prisonniers et qui a été repris au moment où il organisait les passages clandestins du côté d'Andaille. Je pense à quelqu'un comme le bâtonnier Simonet de Bayonne. Il a, je le sais, fait beaucoup d'actions pour faire passer des Juifs. Il a fait des actions pour faire des relevés sur le mur de l'Atlantique, à l'attention évidemment de Londres. Je pense à quelqu'un comme Félix Concaré, instituteur d'Arnos, et qui était à la fois l'un des passeurs de frontières et celui qui était responsable des dépôts d'armement du maquis des Landes. Évidemment, s'agissant de la résistance bordelaise et du train fantôme, il faut aussi évoquer René Lafont, qui lui était à la tête d'un véritable maquis. Il y a Philippe Toureille, jeune étudiant en médecine d'une 20aine d'années. Il était un des chefs du réseau Gallien. Il a été arrêté et conduit ici au Fort du Hain. Et donc, il dit que dès qu'ils l'ont arrêté, les Allemands n'avaient qu'une pensée, lui faire dire où était Cornichon, parce que Cornichon, c'était le chef. Alors, il a dit qu'il savait qu'il existait, mais qu'il ne le connaissait pas. Or, c'était lui, Cornichon. C'était lui, mais les Allemands n'ont jamais eu l'idée que ce pouvait être ce gamin, et ils n'ont jamais pu faire le rapprochement. En tous les cas, papa est parti avec les autres internés du Fort du Hain le 9 août dans ce qu'on a appelé après le train fantôme. Je suis rentrée dans la Résistance en 1942. Et c'est une de mes amies dont le frère a été l'animateur de l'OCM et qui avait besoin de renseignements sur le déplacement des troupes, sur le départ des trains et les horaires par où ils passaient, enfin, tout le renseignement qui pouvait être intéressant dans le ferroviaire. Alors j'ai été agent de liaison entre le frère de mon ami, qui était le chef régional de l'OCM, et mon père. Et plus tard, j'ai apporté certains, disons, explosifs pour que les rails ne marchent pas très bien, vous voyez ce que ça veut dire. Alors à ce moment-là,
C'était très difficile parce que, évidemment, il y avait des patrouilles sans arrêt. Quand nous avons trouvé le moyen de porter nos objets dangereux en dehors des patrouilles. Et ce moyen, c'était tout simple, c'était la défense civile. Quand il y avait un bombardement, il y avait des gens qui se portaient au secours des blessés et ramassaient les morts. Et nous avons trouvé à quelques-uns que c'était extrêmement facile parce que les Allemands allaient se cacher dans les caves. Les patrouilles étaient beaucoup plus larges entre deux patrouilles. Nous sommes donc rentrés à la Croix-Rouge avec un brassard officiel pour entrer dans la défense civile. C'est ce qui nous a permis de porter du plastique, puisque c'est à ce moment-là qu'on se servait enfin, les explosifs dont on se servait. Et là, nous avons pu également faire la distribution de journaux clandestins. Alors, je rentre dans une deuxième phase de mon activité. Le nom, c'est Résistance, tout simplement. C'était commandé par le général Hanotte. Et là, j'ai fait en même temps la distribution des journaux clandestins, car il fallait, bien entendu, que les gens sachent qu'il y avait une résistance. Ça, comment je me fais arrêter, ça c'est une histoire que je n'ai pas encore tout à fait finie et que je n'aurai jamais... Quelqu'un m'a dénoncé. Voilà, je vous raconte ce qui s'est passé. Dans notre réseau, il y avait quelqu'un qui a été déporté avec moi d'ailleurs, qui s'appelait Jeanne Bartac, et qui s'est fait accrocher par un gestapiste qui lui a demandé de lui trouver quelqu'un pour faire sauter les pylônes de Croix-d'Aise. C'était les pylônes qui alimentaient en énergie une bonne partie de la région bordelaise. Et c'était extrêmement important. Et tout simplement, elle l'a amené à la sortie des employés de la NCF et lui a indiqué mon père. Aussitôt, il a été arrêté. C'était le 7 juin 1944. Moi, j'ai été arrêté le 14 juin 1944. Cependant, l'arrestation de ma mère, ce que j'en ai vu, c'est surtout les bottes. Pour une raison précise, c'est que la famille et ma grand-mère m'avaient fait mettre sous la table. Parce qu'il est fortement évident que les Allemands n'auraient certainement pas hésité à prendre le fils pour avoir sans doute meilleur résultat avec la mère. Donc j'étais sous la table avec une interdiction de ne pas bouger. J'ai donc vu des bottes. J'ai des éclats de voix, sans trop bien comprendre évidemment ce qui pouvait arriver, simplement avec la ferme conviction qu'il ne fallait pas que je bouge un cil. Le plus éminent peut-être de ce résistant bordelais du Fort du Ha était Georges Bonnac, dirigeant du mouvement Libération, puis des mouvements unifiés de la résistance et chef de l'armée secrète. Et peut-être qu'on peut accorder une mention spéciale à un personnage dont pendant longtemps on a très peu parlé et qui était prisonnier ici au Fort du Ha et qui était un imam. Il s'appelait Abdelkader Mesli et il était imam de la mosquée de Paris et il avait commencé dès le début de l'occupation à confectionner des faux papiers et des faux certificats pour aider les juifs de Paris persécutés. Le recteur de la mosquée de Paris l'a fait nommer aumônier musulman à Bordeaux et en tant qu'aumônier, il a été aussi
aumônier des prisonniers musulmans du fort du Ha, jusqu'au moment où il a continué ses activités de résistance et il a été pris. Voilà, et c'est comme ça que le train fantôme a compté dans ses rangs un imam musulman qui avait été arrêté pour avoir sauvé des Juifs. Le 31 juillet a été regroupé dans la cour de la cellule ceux qui vont être fusillés quelque temps après au camp de Souges ont été joints ceux qui manquaient, puisqu'il en fallait 50, au commandant Doz, qui était le chef de la Gestapo à Bordeaux. Dans la nuit, nous quittons la synagogue et à pied, nous avons rejoint dans une ville déserte la gare de Bordeaux. Et on nous a mis dans ce deuxième wagon. Et là, a commencé alors là l'histoire que vous connaissez de la promenade du train pendant, je ne peux pas dire combien d'heures. Il y avait plus, on ne comptait plus les heures, on ne savait plus où on était. Et ce train a navigué entre Bègles et Bordeaux, aller et retour, à plusieurs reprises. Il faut imaginer que c'est la nuit même où le port de Bordeaux est bombardé par l'aviation alliée. Parce que ce train, il faut qu'il amène à destination. Parce que dans ce train, il n'y avait pas que des déportés. Il y avait aussi ceux qui voyaient la fin de la guerre et qui avaient envie de repartir en Allemagne. Mon père, donc réfugié espagnol, avait réussi au camp du Vernet à regrouper un certain nombre de compatriotes et tout au long du déplacement du train fantôme, malgré les transbordements, ils sont toujours restés ensemble, ils ont réussi à se maintenir ensemble. Ce sont donc plus de 250 résistants d'origine espagnole venus du camp du Vernet qui vont se retrouver dans le train pendant tout son trajet. Pour la plupart, issus de ces groupes de guérilleros trop mal connus et dont l'action fut décisive dans les combats pour la libération du territoire, notamment dans la région toulousaine et les départements pyrénéens. Après un trajet très lent, le train va rester bloqué 4 jours entiers à la gare de Remoulins. Marie Damiani se rend compte qu'il y a un train qui fait près de 200 mètres de long, dans lequel plus de 700 prisonniers, dont elle ne sait pas qui ils sont en train de crever de faim et de soif. Et elle décide d'aller demander l'autorisation de leur apporter du ravitaillement au responsable local de la Croix-Rouge, qui lui répond « Je n'ai pas à m'occuper d'un convoi rempli de communistes et de terroristes ». Et là, elle décide d'aller à pied à Nîmes, c'est-à-dire à plus de 30 km d'ici, pour contacter le responsable départemental de la Croix-Rouge, qui l'autorise à ravitailler les prisonniers du train fantôme. Elle revient à pied et ils reçoivent un peu de ravitaillement de la Croix-Rouge grâce à elle. Et les cheminots donc apprennent aux prisonniers du train fantôme que le deuxième débarquement allié vient d'avoir lieu dans le Var. Ils apprennent ça le 16 août, le débarquement a eu lieu le 15 août, et à partir de là, il y a quelque chose d'assez hallucinant qui va se passer, c'est-à-dire que le train ne précédera par la suite cette avancée des Alliés que de quelques jours seulement. Nous ne pouvions plus avancer parce que le train a été bombardé par l'aviation et était impraticable. Nous sommes d'abord restés 4 jours en plein soleil du mois d'août, pratiquement sans manger et boire. Mais
Pour le ravitaillement, c'est-à-dire pour manger, je dirais franchement que j'avais jamais faim. J'étais tellement fatigué que je ne sentais pas la faim. La soif, elle nous torturait tous. Et le manque d'hygiène, la sueur, la transpiration, l'odeur, le nombre de gens par wagon. Finalement, on nous a débarqués de ce train. Et là a commencé un trajet que nous avons fait à pied. Il s'agissait de gagner l'autre rive du Rhône. Nous étions sur la rive droite, il fallait passer sur la rive gauche, étant donné probablement que le train ne pouvait plus continuer sur la rive droite. Donc, nous voilà partis à pied, en colonne, par 4, étroite, très gardée. Nous voilà partis sur un chemin qui devait nous faire amener à un pont de bois. Nous avons fait environ 18 km affreux. Affreux parce que nous n'étions pas dans les conditions physiques pour pouvoir le faire. On se traînait. En plus, nos esprits ne tournaient plus très rond. On était dans une espèce d'état second. Et ce qui est peut-être de plus étonnant, alors que personne ne sait qui ils sont, on voit un cortège de gens pitoyables, crasseux, les hommes ont des barbes qui leur mangent le visage, une titube, etc. Ils éprouvent le besoin, en traversant le village, de chanter unanimement la Marseillaise. Comme pour montrer que la vraie France, c'est eux. Donc nous avons fait ce chemin et vers fin d'après-midi, nous sommes arrivés en passant par Sorgues, Châteauneuf. Nous sommes arrivés en gare de Sorgues, une petite gare assez proche du Rhône. En 1944, j'avais 12 ans. Je me trouvais chez mes parents. C'était au moment où les Allemands se repliaient. Il y avait un charroi énorme qui allait vers le nord. D'Allemands de toutes sortes. Et là, j'ai rejoint mes parents et on regardait par une fenêtre. Et tout le monde était là à dire, mais ils ne vident pas les prisons d'Orange, c'est pas possible, parce qu'ils venaient d'Orange. On ne savait pas. Hein. On disait, mais il y en a qui disaient, il y a un curé, il y a un gendarme. C'est pas possible, c'est pas des malfrats. Alors, et tout le monde était là. Alors, certains disaient, c'est peut-être des juifs. On ne sait pas. Et nous avons vu pour la première fois quelque chose que nous n'avions jamais vu jusque-là, c'est-à-dire une population qui, à nous voir passer dans l'état où nous étions, s'est émue du fait de la vision d'horreur qui lui était soumise de cette cohorte d'épaves qui se traînaient. Et la population a été très bien à Sorgues, parce que quand on nous a amenés au train, ils sont venus, ils ont pas bousculé les Allemands, mais bien sûr, mais enfin, ils se sont faufilés, ils ont fait pression, ils ont organisé des touques d'eau qui nous ont été amenés, ils ont été très bien, ils ont même fait évader quelques types en les déguisant en cheminots, jusque-là, on nous avait cachés aux populations, mais enfin, nous n'avions pas senti de la part des populations que nous avions traversées une quelconque curiosité. Nous étions un peu des âmes perdues. Et là, tout d'un coup, on nous a tendu la main. Les cheminots ont tout fait pour empêcher le train de partir. Ça, je crois qu'il faut le dire, parce que non seulement les cheminots ont favorisé les évasions ici, mais aussi de la façon dont ils ont tenté d'arrêter le parcours du train. Ils ne faisaient pas trop attention au personnel. Alors moi, avec mes camarades, nous avons pris 2 ou 3 déforcés. Je prêtais ma casquette à un, j'ai dit, viens avec moi. Alors on les prenait avec la lanterne et la casquette, et ils s'en allaient, c'était parfait. On reportait un camarade la casquette, et on recommençait. Le train est parti le soir, nous toujours très lentement, ce train se traînait toujours. Le 19
9 août, le train qui vient de Sorgue donc pénètre dans cette gare de Pierrelatte. Et à ce moment-là, une escadrille de l'aviation alliée, apparemment des chasseurs américains, commence à mitrailler le train sur toute sa longueur. Les rafales ne cessent pas et quelques détenus d'un wagon arrivent à confectionner une sorte de drapeau tricolore de fortune, à les agiter par la lucarne. Les aviateurs comprennent et s'en vont, mais les dégâts sont considérables et surtout, il y a des morts et il y a des blessés. À Pierrelatte. Alors on a eu peur. Ils ont mitraillé aussi bas qu'ils pouvaient se permettre de voler encore. Nous avons eu des morts. Nous avons vu le courage d'une infirmière de la Croix-Rouge qui a tenu tête au chef de convoi qui voulait qu'elle débarrasse les wagons, comme la façon dont il a parlé, des morts, et qu'elle a refusé en disant « je prendrai les morts, mais vous me donnez les blessés ». Avec une arme sur la tempe, il a dit « je ne changerai rien, donnez-moi les blessés et je prendrai les morts ». Les Allemands imposent donc que les blessés et les morts soient remis dans les wagons pour être transportés jusqu'à la prochaine étape qui est Montélimar. La locomotive est hors d'état de fonctionnement. Il y a une autre locomotive sur le quai parallèle. Après de nombreuses manœuvres, elle se mettra derrière et elle poussera le train jusqu'à Montélimar. Parmi les morts du mitraillage de Pierrelatte, dont les corps ont été extirpés des wagons ici, à Montélimar, il y avait celui qui est désigné sur cette plaque commémorative comme Jacques Insel. Jacob Insel avait suivi le même parcours que celui de son ami Marcel Langer, Mendellinger, et sa mort a quelque chose de tragique puisque c'est pour protéger le jeune François Laforgue, résistant de 20 ans, qui était le seul Français à avoir été intégré à la 35e brigade FTP Moy, qu'il a voulu, quand le crépitement des mitraillettes a retenti, le couvrir de son corps. Et le résultat est qu'ils ont été mitraillés et tués tous les deux. Alors nous avons travaillé comme des diables sur ces rivets avec des petits bouts de fer que nous avions. Alors on crachait dessus, on faisait pipi dessus de manière à rendre ce bois un peu friable. Et toujours est-il qu'au bout de quelques jours, nous avions dégagé 2 planches. Donc nous savions que nous allions pouvoir partir. Mais une grande angoisse qui nous tenaillait le cœur, c'est que le débarquement avait eu lieu le 15, le débarquement américain sur les côtes de Provence, et l'aviation américaine, par vagues compactes, bombardait toutes les gares de la région. Et en voyant passer ces essaims vrombissants au-dessus de nos têtes, en les entendant en permanence, nous étions tous en train de nous dire, bien entendu, notre gare va être traitée comme les autres et nous allons tous y passer. Donc, arrivé en début de soirée à Montélimar, sur notre voie de garage, nous nous sommes préparés pour que, dès que le train partirait, nous puissions tous sauter par le trou que nous avions fait. Il y avait Silberfeld, mon fidèle, il y avait les 2 amis de Sète que j'aimais beaucoup, qui s'appelaient Macon et Nardone. Là-dessus, le matin, vers les, mettons 4h, 4h30, je ne sais pas, nous n'avions pas de montre, bien entendu, le train part. Immédiatement, nous avons sorti les planches,
Les autres compagnons du wagon n'ont rien vu. Et je suis descendu suivant la technique que nous avions prévue. Je me suis suspendu à la barre, j'ai laissé traîner mes pieds, je me suis aplati. Je ne me suis pas fait très mal. J'avais d'autres soucis que ceux de quelques douleurs passagères. Et je me suis mis, comme il était convenu, contre la voie, de manière à ce que l'Allemand du fond du bout du train ne puisse rien voir. Je me trouvais, et nous nous trouvions tous, confondus avec la voie. J'ai senti toutes ces roues qui me passaient à mes épaules, très amicalement. Je savais que j'étais sauvé. Et c'est par-dessous que mon père s'est évadé avec la plupart des 180 prisonniers qui ont essayé de s'enfuir, avec un Doro Comorel qui était l'instigateur de cette évasion à l'homme d'armes, là, après Montélimar. Après Mâcon, ils étaient une douzaine, 12 exactement, et mon père était le 11e. Au nord de Montélimar, quand le train arrive à hauteur de l'Oriol, le viaduc qui enjambe la Drôme a été bombardé. Il est détruit. La voie est coupée. Le train va s'immobiliser ici assez longtemps. On fait traverser la Drôme à pied, à gué, aux déportés, et ils découvrent, de l'autre côté de la Drôme, à hauteur de Livron, que le train fantôme a été une nouvelle fois reconstitué de la même façon. On les entasse de nouveau dans les wagons et le train fantôme repart. Le 20 août 1944, les maquis de la Drôme, qui s'apprêtent au combat, apprennent l'existence d'un train de déportés qui vient de séjourner à la gare de Montélimar. Il est donc décidé de toute urgence d'envoyer un commando pour tenter de libérer ce train sous la conduite du commandant Paris et affrontent directement l'escorte allemande du train. Ils sont malheureusement inférieurs en nombre, l'escorte avait été renforcée et ils doivent se replier. La suite du voyage ressemble à un cauchemar. Peu de temps après ce transbordement de l'Oriol, de nouveau, le train est immobilisé parce qu'un pont sur l'Isère a été détruit. De nouveau, un transbordement des déportés de l'autre côté du fleuve. De nouveau, un autre train similaire, identique, qui les attend, dans lequel on les embarque. En remontant vers Lyon, vers le nord de la vallée du Rhône, on atteint des zones de combat. Ça tire de partout. Les déportés sont terrorisés. Ce train, dès ce moment-là, fonctionne bien comme un train où les déportés jouent un rôle de bouclier humain. Les Allemands veulent rentrer chez eux au plus vite et la présence de 700 déportés empêche les attaques qui normalement devraient avoir lieu. S'arrête à Lyon, s'arrête de nouveau à Valence, dans une gare qui est dévastée. On est vraiment dans une zone où la libération a commencé, les combats ont lieu. Chalon-sur-Saône, Tournus, Beaune, Dijon. Il arrive souvent que les rails soient sabotés, que les cheminots résistants aient fait sauter les voies. Et dans ce cas-là, et c'est arrivé plusieurs fois, les soldats de l'escorte allemande vont réquisitionner des cheminots français à la gare la plus proche et leur imposent, avec les mitraillettes dans le dos, de remettre les traverses, de remettre les voies, de répandre le ballast, de réparer la voie pour que le train puisse passer. Le train reste immobilisé pendant ce temps-là, pendant des heures, mais il finit par passer. Il y a quelque chose d'hallucinant, quoi. On a l'impression qu'il y a une fatalité qui pousse ce train, que tous les obstacles vont être surmontés. Et il y a même une histoire qui est racontée à la fois par Marc Brafman et par Emilio Vaida. Je l'ai entendu, moi, de la bouche de Marc Brafman, qui est tout à fait hallucinante. Quand ils sont arrivés à Dijon, on est le 24
août au soir. Et sur la voie ferrée, il y a, sur les quais de la gare, il y a une grosse cohue. Les gens veulent prendre le train, il n'y a plus de train. Et il y a un groupe d'Allemands, de militaires, de soldats allemands et de civils allemands qui arrêtent le chef de convoi et lui disent, voilà, pour nous c'est fini, on veut rentrer en Allemagne. Si on ne rentre pas en Allemagne tout de suite, les FFI vont venir nous liquider dans les heures qui viennent. Donc, est-ce qu'on peut prendre place dans les wagons de l'escorte pour remonter en Allemagne avec vous? Le chef de convoi dit non, les wagons de l'escorte sont pleins, il n'est pas question qu'on puisse accueillir un plus grand nombre de gens. Et en désespoir de cause, ces Allemands demandent au chef de convoi de libérer les déportés et de prendre leur place dans les wagons à bestiaux. Et le chef de convoi dit non. Avec quelque chose d'inflexible, le transport de ces déportés est prioritaire. Il préfère voir périr ses compatriotes plutôt que de faillir à l'ordre qui lui a été donné. Sur cette voie ferrée, au-dessus du pont de Méret, le train a donc dû ralentir considérablement, et c'est ce qui a favorisé l'évasion d'autour de 70 détenus. Et le dernier à sauter était Marc Brafman. Nous sommes répartis par ce convoi vers le nord, et là nous avons organisé une évasion. Dans les wagons, nous étions toujours tous les anciens combattants de la même brigade, c'est-à-dire la même organisation de la résistance. Nous nous tenions toujours ensemble et nous étions pratiquement tous dans le même wagon. Nous avons pu soulever des planches du plancher du wagon et nous avons décidé, comme les trains s'arrêtaient assez souvent, ils repartaient, qu'à chaque fois que le train repartait d'un arrêt, de nous glisser entre les roues du wagon, entre les rails des chemins de fer, et rester aplatis en bas, en attendant que tous les convois passent au-dessus de nous, et nous relever qu'après. Le tour de rôle de ceux qui devaient sauter a été déterminé en avance. Moi, je devais sauter le dernier, comme j'étais quand même physiquement le plus résistant de tous les groupes. Je me rappelle que le premier, c'était Claude et Raymond Lévy qui ont sauté, qui étaient d'ailleurs les plus jeunes parmi nous. On remarquait que la différence d'âge entre nous était dans la fourchette de 4 ans. C'est-à-dire que les frères Lévy étaient plus jeunes de moi, un de 3 ans, l'autre de 2 ans. Mais enfin, j'étais le plus récent, je vais sauter le dernier. J'ai eu la chance de pouvoir m'évader du train. Les 70 évadés du train fantôme ont été recueillis, hébergés dans différentes fermes de la région avec une solidarité exemplaire. Une vingtaine d'entre eux, notamment, a été accueillie à la ferme d'Onfal, près de Méret. La plupart de ces évadés de Méret vont immédiatement reprendre le combat, contribuer à la libération de la Haute-Marne. Une dizaine d'entre eux, notamment, participeront à la terrible bataille d'Andelot. D'autres, comme Raymond Lévy, s'engageront dans la 2e DB, la division Leclerc, et poursuivront le combat en son sein jusqu'à l'occupation de l'Allemagne. J'ai sauté donc le dernier, mais malheureusement, le convoi s'est arrêté très peu de temps après. Alors je me suis accroupi derrière la roue du wagon. Et bien moi j'avais cette sacrée chance que les freins à la roue derrière laquelle j'étais accroupi étaient bloqués. Là, le SS-man a allumé sa torche et il m'a vu. Pratiquement il m'a tiré tout de suite. Mais enfin il ne m'a pas atteint. Ils se sont mis à plusieurs pour me tabasser avec les crosses de leur fusil et ils m'ont jeté finalement sans connaissance dans un wagon. Quand j'ai repris mes connaissances, nous étions déjà en Allemagne.
il arrivera à Dachau le 28 avant l'aube. Il y a à ce moment-là 536 déportés, dont 63 femmes. Les hommes les plus valides sont dirigés à Mauthausen et les autres, les plus nombreux, restent à Dachau. Lorsque le camp sera libéré, on pourra constater que 232 des déportés du train fantôme sont morts dans les camps. D'après moi, 2/3 des détenus, c'était des gens qui ont été tout simplement pris dans des rafles dans les rues de différentes villes polonaises ou ukrainiennes, par exemple. Il n'y avait qu'un tiers de véritables résistants ou des gens engagés politiquement. Les autres, d'abord, ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire, pourquoi ils sont là au camp, et deuxièmement, ils étaient prêts au vol et même au crime pour un peu de nourriture. Tant qu'on était capable de travailler, on vivait. Sinon, c'était pas la chambre à gaz, c'était des piqûres. Quand on rentrait, on avait un uniforme, une gamelle et une cuillère. Tout le reste était confisqué. Pas un peigne, pas de savon, pas de serviette évidemment. Nous n'avions que ça sur la peau et notre gamelle. Alors on a appris à se battre, on a appris à voler, on a appris tous les gestes primitifs sans doute qui étaient possibles d'imaginer. Si je me suis intéressé à cette histoire du train fantôme, c'est parce que mon grand-père, Guido Palmino, un résistant d'origine italienne, était dans le train et est parvenu jusqu'à Dachau. J'en ai fait un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Guido, qui retrace sa vie et sa mort. Quant à cette mort, pendant longtemps, dans ma famille, on n'en a rien su. Et c'est seulement le 7 janvier 1947 que ma grand-mère a reçu cette lettre émanant de ses compagnons de chambrée. « Madame, je viens m'excuser auprès de vous du temps que j'ai mis à vous répondre. J'ai connu votre mari depuis le voyage qui nous emmena à Dachau. Tous les hommes de ce convoi furent logés au bloc 21, où je voyais à peu près tous les jours votre mari. À 21h, nous fûmes jetés dehors, sans aucun vêtement. À cette époque, il faisait -10 de température. Aussi, sur la distance qui séparait la salle de douche du bloc, environ 400 mètres, 150 hommes périrent, et votre mari fut du nombre. J'en ai eu la confirmation le lendemain. Je me suis retrouvé finalement à Dachau. J'ai assisté à une conférence, déjà en France, ici, du chanoine Kir. Ce qu'il a dit m'a frappé pour ma vie. Il a dit, ceux qui ont survécu, ce n'était pas une question de nourriture. C'était pratiquement une question de foi. C'est-à-dire ceux qui ont survécu, c'est qu'ils avaient une foi religieuse ou laïque, n'importe. C'est-à-dire qu'ils avaient cette conviction que leur idéologie, leur opinion survivra au nazisme. Et je crois que c'est ça la leçon du camp. Ceux qui ont survécu, ce sont les gens qui ont eu cette foi. Pendant 45 ans, l'histoire du train fantôme a sombré dans l'oubli. Le livre d'un des évadés, Francesco Nitti, était paru en 1945, mais il n'avait rencontré aucun retentissement. Il était un peu tombé dans l'indifférence. Et il a fallu attendre la fin des années 80, le tout début des années 90, pour que quelques habitants de Sorgues, qui d'une manière ou d'une autre avaient été liés au passage des déportés dans leur ville,
commence à faire le long travail, le long et patient travail, consistant à reconstituer cette histoire, à ensuite identifier certains survivants, certains rescapés, et à les rassembler. C'était Robert et Edith Silve, bientôt rejoints par Charles Tessier, qui lui avait vu le cortège des déportés passer lorsqu'on les a conduits vers la gare de Sorgues. Mon mari me racontait sa vie à Sorgues et m'avait toujours parlé de ce livre qui avait été écrit par Francesco Nitti, 8 chevaux, 70 hommes, et qu'il avait dû prêter et qu'il a perdu. Puis par moments, ça lui revenait parce qu'il aurait bien aimé savoir ce qui s'était passé exactement. Et un jour, en allant prendre l'apéritif chez Charles Tessier, que je connaissais très peu à l'époque, ils se sont mis à parler du train fantôme, de ce livre et de ce convoi qui était passé. Et Robert lui dit, si tu veux, moi j'ai le livre. Bon. Donc on a lancé des appels dans les journaux. Et comme on faisait des réunions souvent avec les gens des études sorguaises, un beau jour, il avait passé un article dans la Provence et il avait demandé les gens qui avaient des témoignages et tout. Et c'est là qu'il y a un monsieur, comment il s'appelle, Cayola, qui a téléphoné et qui a dit « Mais moi, je sais où il est arrivé votre train. J'y étais, c'est à Dachau. » Et là... Après avoir su que le train était arrivé à Dachau, à ce moment-là, il a été facile, oui, de contacter l'amicale des anciens de Dachau, et Robert a écrit et a réussi à avoir la liste, parce que sur la liste des arrivés, c'était que les Français, puis on a voulu avoir les étrangers. Et alors on a eu tout le monde. Partant de là, le hasard a voulu qu'il y ait une manifestation des évadés des trains de la déportation à Nîmes. Robert et Edith y sont allés. Et là, ils ont rencontré des anciens du train fantôme qui s'étaient évadés, notamment de Roquemorel, Mâcon, Nardonne, et enfin, tout ce qui faisait partie de cette amicale-là. Et alors, évidemment, à mesure qu'on trouvait du monde, Robert récupérait les témoignages. Voilà, ça s'est passé comme ça. L'histoire du train fantôme a évidemment quelque chose d'à la fois emblématique et fascinant et tragique. Emblématique à cause du très grand nombre de résistants étrangers ou d'origine étrangère qui étaient présents dans ce convoi, ce qui permet d'éclairer un aspect souvent sous-estimé ou mal connu de l'histoire de la résistance, c'est-à-dire la part qu'ont pris à la résistance des gens venus d'ailleurs, des immigrés, des gens qui avaient souvent fui les dictatures et qui se sont battus d'emblée pour libérer leur pays d'accueil. Et il y a eu dans le train fantôme à la fois quelque chose de très fortement internationaliste, avec ces gens de toutes les nationalités, de toutes les origines qui luttaient pour le même combat, et en même temps quelque chose de patriotique, c'est-à-dire que tous ces étrangers, ces Espagnols, ces Juifs polonais, ces Italiens, etc., se retrouvaient, se réunissaient lorsqu'ils chantaient la Marseillaise à la barbe de leurs bourreaux et de leurs gardiens. La deuxième chose qui est emblématique dans l'histoire du train fantôme, c'est que c'est une sorte de condensé de la résistance dans la mesure où toutes les tendances, tous les mouvements de la résistance y étaient représentés. Il y avait des gens de toutes origines politiques, des FTP, des gens de combat, des FTP-Moy, des gens de libération, des gens des maquis classés à droite, comme l'OCM ou même le maquis Birakem, des gaullistes de l'armée secrète. Toutes ces tendances étaient rassemblées et dans l'expérience terrible de ce voyage, des solidarités sont nées, même des amitiés sont nées, qui vont très au-delà de ces clivages initiaux. Quelqu'un qui venait d'un maquis fondé par des Maurassiens, comme Christian de Roquemorel, trouvera dans le train un compagnon de combat et d'évasion qui restera un ami pour toute la vie,
dans la personne d'un juif du mouvement Libération qui s'appelait Jacques Zilberfeld. Un apparatchik stalinien comme Juan de Pablo va se lier d'amitié dans l'enfer des wagons avec un gendarme, Éloi Barrière, gaulliste, et cette amitié va durer bien au-delà, jusque dans les années 80. Bon. Donc voilà, il y a quelque chose qui naît, une solidarité qui naît, et d'une certaine manière, c'est dans ce type d'épreuve que la résistance devient quelque chose d'unifié. Et enfin, il y a une dimension tragique, je crois qu'elle est très sensible. Jamais ce train n'aurait dû parvenir à Dachau. 20 fois, il aurait dû être arrêté, 20 fois, il aurait dû être empêché de passer, et 20 fois, les obstacles ont été franchis. Et dans ce côté lancinant des départs, des faux départs, des arrêts, des rails sabotés, puis restaurés, le train qui passe malgré tout, on ne peut s'empêcher de ressentir qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une fatalité, comme si le train était entraîné vers un destin maudit fixé d'avance, comme si le train était maudit.